de faire c'est ici avec toi parce que moi je pense que c'est important que vous, les gens qui sont des amis de Raphaël qui sont dehors de Mexico, sont inclus dans ce travail qu'on voulait faire. Alors, l'idée c'est de raconter notre histoire avec Raphaël, comme tu l'as connu, qu'est-ce qui a été ton expérience avec lui, etc. Oui. D'abord, je dois dire au départ que quand vous m'avez parlé de ça aujourd'hui, j'étais très ému que vous me placiez parmi des amis de Raphaël. C'était pour moi comme une valorisation, parce que je sais que nous étions amis, au-delà du thérapeute qu'il a été, là, mais et ça m'a fait plaisir, ça m'a touché même, comme vous me demandez. Bon, maintenant, parler de la relation avec Raphaël, c'est... Je ne sais pas par quel bout commencer. D'abord, par la première rencontre. Hein, disons, par la première rencontre. Ça remonte à début des années 80. Et à ce moment-là, on avait entendu parler moi j'avais entendu parler de Raphaël, et on avait fait le choix de l'inviter à venir à Montréal sans le connaître vraiment. Alors on prenait un risque et on avait fait à ce moment-là beaucoup pour l'accueillir. Alors quand on s'est rencontrés la première fois, on s'est regardé et lui il est venu vers moi et moi aussi là, et il m'a serré d'un geste très généreux, très englobant comme il le faisait, là, en tapant dans le dos là, et en riant et en disant « Ah, je te reconnais mon frère ». Et ça m'avait beaucoup touché. Qu'est-ce que c'est? Et à partir de là, tout le travail qu'il est venu faire à Montréal, et je suis allé très souvent à Mexico, il y avait cette double relation. Multiple, hein? Cette double relation où je le voyais et je travaillais avec lui comme il était à ce moment-là psychothérapeute dans les groupes et moi j'étais participant. Et là, il était d'une rigueur impeccable. Et ensuite, on avait beaucoup de contacts en dehors pour aller manger, pour aller même dans les discothèques, parce qu'il y avait une grande capacité il y avait une grande vitalité. Et là, le contact, il était vraiment d'une nature, je ne peux pas... C'est qu'on avait vraiment l'impression que... En tout cas, moi, j'avais l'impression que Raphaël, c'était un être complètement incarné. Qui était là et qui me voyait comme j'étais et qui n'avait pas de jugement, qui parlait librement de... Et qui ne demande pas que tu deviennes quelqu'un qui tu veux pas. Non, jamais. 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 C'était plutôt... ce serait plutôt le contraire. Il avait l'air de me trouver intéressant, comme j'étais. Alors, c'est très réconfortant. Alors, et ce qui faisait que dans la vie avec lui, dans la vie quotidienne, parce qu'il est venu passer plusieurs mois à un moment donné à Montréal, et c'était très simple. Il y avait une capacité de s'adapter et de nous inclure dans sa façon de vivre. Et puis nous, c'était facile de l'inclure dans notre façon de vivre. Et il était toujours disponible. Et ça, c'était quelqu'un qui était... généreuse avec ça. Très généreux. Très généreux de son cœur. Hein? Oui. Très généreux de son cœur. Et il aimait beaucoup, quand on allait soit au restaurant, on parlait, là, parler de ses visions. Hein? Comment il voyait la thérapie, comment il voyait même la vie, ce qui se passait dans le monde. Là, il aimait beaucoup, il était très loquace là-dessus. C'était vraiment...
il nous parlait, autrement, il nous parlait beaucoup de ça, là, de ce qu'il avait, ce qu'il sentait devoir faire, et puis il partageait très très facilement ça, avec une humilité absolument déconcertante. Oui. Parce que quand je le voyais travailler comme thérapeute, je me disais, ah, quel thérapeute. Et quand on était dans l'intimité, je me disais, oh, dis donc, quelle humilité. Il était d'une humilité. Et il partageait aussi dans l'intimité ses connaissances avec une générosité. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il cachait. Rien de rien. Cachait rien. Sur tous les aspects de sa vie d'ailleurs. Il parlait. Il faisait quelques confidences sur la famille, sur sa famille, mais très discret par contre sur certains aspects. Là. Et c'est une discrétion quand même qui n'était pas une porte fermée, comme dire, c'est pas de vos affaires, mais moi j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une grande souffrance. Alors quand on en parlait, je respectais sa, disons, certaines zones où j'avais l'impression qu'il y avait eu une très grande souffrance dans sa vie. Et puis quand on parlait de politique, ah ben là, il débordait de détails, de tout ce qu'il avait à faire. Moi, j'ai beaucoup appris dans ma relation amicale avec lui. Oui. J'ai beaucoup appris ce que c'était que d'être incarné. Oui, oui. Et quand j'allais à Mexico et que j'étais avec lui là, pendant plusieurs journées, là, pas pour du travail psychothérapeutique, mais avec lui, là, et à le voir vivre, j'avais encore plus vraiment la sensation d'avoir un homme incarné et mexicain. Oui, c'était, et ça pour moi c'était extrêmement... j'étais très sensible à ça d'ailleurs parce que, en tout cas moi au Québec, on se sent plus ou moins incarné comme homme québécois ou femme québécoise. On est un petit peu conflictuel étant donné la situation politique et tout. Alors quand j'étais en contact avec lui, c'est ça, être incarné puis être de telle culture et d'appartenir à un peuple. Et ça, ça pour moi, il représentait là, ce que ça. Qu'est-ce que c'était que cette réussite? Bien intéressant parce que quand on a parlé avec Rafael López Castro, une des choses qu'il a dit, c'est qu'il a appris à être de Jalisco. Il est de Jalisco. Ah oui, oui. Ah, oui, oui. Rafael López Castro. Et moi, je suis from Guerrero. Alors, j'ai appris avec lui à être une femme de ma terre. L'identité avec la terre. Avec la terre. Très important. Très important. Très, très important. Et il m'a amené justement dans des restaurants, à un moment donné, en standard. Et là, il m'a dit, viens. Et on avait pris un repas et il me disait, ça c'est un repas de... Hein, moi, il avait même mis une chemise caractéristique de la langue. Ça. D'ailleurs, il avait demandé, quand il venait au Québec, que je l'amène, que je le conduise dans des endroits où ils sont typiquement québécois. Et comme j'ai un conflit avec ça, il m'avait demandé à d'autres qu'il l'avait amené dans une cabane à sucre. Et quand il était revenu à la maison, il avait dit « Oh là, qu'est-ce que c'est sucré ça! C'est ça être québécois! » J'avais dit « Non, pas tout à fait, mais ça serait partie du folklore. » Mais il était très sensible à cet aspect-là. Oui. Et je crois qu'il sentait toute ma sensibilité et ma vulnérabilité en rapport avec mon identité nationale ou culturelle. Oui. Et il m'en parlait souvent d'ailleurs. Il m'en parlait souvent et il me disait que dans le fond j'étais peut-être un Mexicain.
Et il m'avait même dit déjà à un moment donné, je crois que ta première langue, c'était pas le français, c'était l'espagnol du Mexique. Alors, ça m'avait fait plaisir. Curieusement, ça m'avait fait très plaisir. Et puis je le dis encore avec plaisir, parce que je me sentais comme accueilli dans son université. Oui, oui, oui. Une sens d'identité très fort, très profond. Et il m'avait... et je pense que c'est dans le même esprit. Il m'avait déjà parlé à un moment donné. Il m'avait dit, quand tu te sentiras prêt, tu me le diras et je t'amènerai faire un voyage au Quémado. Et, après coup, je l'ai situé dans le terme de l'identité, justement dans ce partage qu'on avait ensemble. Alors, quelque temps avant sa mort, avant qu'il soit malade, avant sa mort, je ne le voyais pas aussi malade qu'il était. Et là, je lui dis, bon ben là, Raphaël, je suis d'accord, j'aimerais ça faire un pèlerinage au Quémado, quelque chose. Et là, il m'avait répondu, muy bien, muy bien. Et puis là, il m'avait dit, ben, quand tu viendras en juillet, on va faire ça. Et là, on était parti avec tout ce qu'il fallait, tout le matériel et tout, pour faire le pèlerinage au Quémado, à le 14C. Oui. Et puis, j'ai réalisé après que son amitié pour moi était très forte, parce que dans son état de santé, il aurait dû refuser. Je m'en suis rendu compte après, j'en ai pleuré après d'ailleurs. Après ce pèlerinage-là, parce que là, je l'ai regardé, puis là, je n'ai même pas dit merci, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte comment... Je me suis dit, là, il me fait un véritable cadeau. Plus que de l'amitié, il me fait un cadeau énorme. Oui. Et je me souviens, le matin, quand on était reparti, redescendu, il voulait que je passe devant lui. Et moi, je lui ai dit... non. Tu descends et je te suis. Je ne veux pas... et j'ai compris après, je ne voulais pas descendre et qu'il me sentir protégé par en arrière, parce que je voulais qu'il descende et moi le suivre, parce que je sentais qu'il était malade. Et j'avais trouvé ça, et là je me sentais un peu... je me sentais mal, je ne veux pas dire de culpabilité, mais je me sentais mal d'avoir reçu ce cadeau. Et là je le suivais, et je me souviens d'avoir pleuré à le voir marcher, puis il avait l'air un peu fatigué, puis je me disais, est-ce qu'il peut être généreux dans sa façon de donner, c'était très fort. C'était la dernière fois que tu l'as vu? Non. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 90, novembre 90. Ah d'accord, il avait venu Il est venu au Canada. Au Canada, oui, c'est ça où nous avons les... Ouais. Ben, je sais pas. Il y a une vidéo de lui que je crois c'est dans cette voyage-là. Je sais que vous avez... Moi, j'ai une photo où on est photographié avec lui et moi, je pleure. À ce moment-là, ben, je pleure pas à chaudes larmes, mais c'est sur la photo, là, on voit que moi, je suis en train de pleurer parce que je regarde Raphaël et je sens quelque chose d'indéfinissable qui est de... Je sentais sa fatigue, en tout cas. Non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était beaucoup plus dramatique que ça. Il a demandé que nous, on téléphone à tous les gens, ou à le plus de gens possible, qu'il avait rencontrés à Montréal. Et là, il m'avait dit, tu les invites, tu leur dis que je veux les rencontrer. Alors là, on a mis des gens sur le téléphone, et puis il est venu peut-être 25-30 personnes, je ne me souviens plus exactement.
Et là, c'est moi, j'ai expliqué aux gens, bon, mais Raphaël a travaillé avec tout le monde ici. Il y en a avec qui il y a eu des liens d'amitié, avec d'autres, il voulait rencontrer. Il voulait tous vous rencontrer. Alors là, il a pris la parole, et il parle, ça pas trop. Et là, à un moment donné, son discours devient beaucoup plus précis. Parce que Raphaël, il avait une façon, que j'adorais d'ailleurs, quand il parlait il faisait des détours, des bols, et tout suivait, puis tu disais, où est-ce qu'il nous amène, là? Et puis là, à un moment donné, ça part. Là, il commence à dire à un moment donné, bon, ben là, je m'en vais, où mon gourou m'appelle, je vous dis adieu. Et là, moi, j'étais complètement catastrophé. Puis là, je disais, mais voyons là, Raphaël, qu'est-ce que tu dis là? Tu es programmé pour le mois de mai l'année prochaine, tu t'en viens ici avec nous. Tu as même dit que tu voulais venir 2 mois, tu faisais ton séjour, mais tu voulais venir pour te reposer. Puis, mais non, qu'est-ce que tu... Ça, c'est pas possible, là. Et puis, bon, là, évidemment, il y a des gens qui réagissaient en disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Tu sais, qu'il va mourir ou quoi? Mais c'était pas dit. Mais c'était la phrase, je m'en vais là où mon gourou m'appelle et je continue, enfin, quelque chose comme ça. Bon. Et puis, là, à un moment donné, ça devenait très triste. Et selon son habitude, à un moment donné, il tape des mains, il m'appelait grand chef. Alors, grand chef plume blanche. Alors, il dit, ah, grand chef plume blanche, c'est le temps, on saute le champagne, on saute les bouchons de champagne, et c'est la fête. Parce qu'il m'avait demandé avant d'acheter du champagne et d'avoir de la musique de danse. Et là, effectivement, mais j'ai dit, dans l'état d'esprit, alors on est allé chercher je suis allé dans la cuisinette qu'on a au bureau, là. On a sauté du champagne, puis on a mis du champagne, puis on donne ça. Et là, il dit musique! Alors tout le monde, on a mis la musique, tout le monde, on se met à danser. Et lui dansait, ça pas de bon sens. Et après ça, là, je le regardais, puis je me disais, c'était quelques jours avant qu'il reparte pour Mexico. Et ça, c'était en novembre. Et quelques jours après, je lui ai parlé, puis là, on disait, mais je m'étais fait comme fermer les yeux pour ne pas comprendre vraiment ce qu'il disait, parce que je ne voulais pas le perdre, moi. Je ne voulais pas le perdre, c'était quelqu'un d'extrêmement important dans ma vie, là, tu sais, comme personne, comme ami, comme référence, comme... il était... et je ne voulais pas le voir. Alors, et c'est quand j'ai appris tout ce qui se passait, puis que je me suis dit, on voit ça rétrospectivement. Et tout ça, là, mais j'avais, ça aussi, j'avais vu ça après coup comme une sorte de cadeau, de nous avertir pour qu'on ait le temps de compléter avec lui. Oui. Compléter. Et j'ai pu en compléter une partie, mais on n'a jamais tout complété. C'est que je suis retourné ensuite. Et là, j'étais fâché avec le Mexique, parce que ça allait loin. Hein. C'était, pour moi, dans ma relation avec Raphaël représentait le Mexique. Le Mexique. Ouais. Pour moi, tous les Mexicains étaient extraordinaires. Le Mexique, c'est un pays... Puis à chaque fois que j'y allais, ça le confirmait parce que dans la relation que j'avais avec lui, il y avait toujours une sorte de complicité. Là. Je ne sais pas à quel niveau, mais il y avait une complicité. Et puis, alors, donc ça a confirmé tout mon lien avec le Mexique. Alors quand il est mort, j'étais fâché avec le Mexique. C'était curieux. Et j'y suis retourné, c'est 4-5 ans après. Là, à un moment, j'ai dit, il faut que je retourne. Alors j'ai téléphoné à Patricia pour lui dire que je voulais aller à Mexico et que je voulais aller sur la tombe de Raphaël et puis que je voulais fermer, puis parce que j'étais aussi fâché avec lui. Je trouvais qu'il abandonnait ses amis, qu'il nous laissait en blanc. En tout cas, évidemment, c'était toutes les questions de deuil, là, du processus de deuil. Là. J'étais là-dedans à un moment donné. Et puis, c'était... enfin,
c'était une des aspects là, qui était important, en tout cas, dans ma relation avec lui. C'était pas comme thérapeute à ce moment-là, là, c'était vraiment comme homme. Je trouvais que c'était une perte pour moi. C'était une très grande perte. Une très grande perte là, en termes d'amitié, en termes de ce qu'il pouvait représenter comme personne. Et moi, j'ai toujours senti une authenticité dans ma relation avec lui. Oui. Une intensité de vie. Oui. Non, je disais d'une authenticité. 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 Ah oui, absolument. Ah oui, une authenticité. Mais la densité de vie était là. Hein? Et ça, c'était quelque chose que même moi, qui étais légèrement plus jeune que lui, je le trouvais épuisant. Parce qu'il avait une énergie extraordinaire. Et c'est à la fin, je trouvais, à la fin, les dernières années, là, là je me disais, là, il est vraiment pas bien pour pas avoir l'appétit qu'il avait. Et puis pour pas vouloir sortir comme il aimait ça sortir. Là, puis après les ateliers, par exemple, il disait, bon, grand chef, on va faire un tour à la discothèque. Je dis, dis donc, comment ça va se passer pour demain matin? Et là, lui, il dansait, ça pouvait durer 1 heure, 2 heures. Et puis là, ben, évidemment, je dis, tout le monde dansait à la discothèque. Et après, il rentrait, dormait le lendemain matin, frais comme une rose, et il partait. Ça, je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça extraordinaire. Oui, pour moi aussi, pas seulement l'authenticité, mais la, comment on dit ça en français, congruencia. Oh, oui, la congruence. La congruence, pour moi, ça a été une grande leçon de vie. Hein? Ouais. J'ai jamais vu rien de disparu. Hein? De disparate. De disparate, c'est oui. Ça, oui, oui. Ça, pour moi, ça a été une découverte aussi dans ma relation d'amitié avec lui. Il était comme ça. Il cachait rien. Oui. Il était très congruent, comme tu dis, c'est très juste. Et quand il disait quelque chose, il le sentait. Oui. Tu n'as jamais eu la sensation de s'il t'a dit quelque chose qu'il ne voulait pas dire, rien de ça, jamais. Jamais. Oui. Quand il avait quelque chose d'agréable à dire, on sentait que c'était vrai, et tellement que certaines fois, quand on entend quelqu'un nous dire « Ah, tu as fait un bon travail », tout ça, merci, on va lui dire merci. Mais quand Raphaël le disait, je ne sentais pas l'obligation de dire merci. Oui. Comme si je le recevais, puis je me disais, était donné, vraiment donné, alors tu le recèves. Il t'a donné aucune autre possibilité. Non, c'était, voilà. Mais quand il y avait quelque chose à dire qui ne lui plaisait pas, ben, c'était la même chose. Oui. C'était la même chose et on recevait. Puis je le recevais jamais comme un jugement, jamais comme une frustration qui aurait déchargé sur... Jamais. C'était toujours très, très clair dans la relation. Oui. Et ce que j'aimais, c'était aussi l'aspect discrétion. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fluctuait. On dirait que je fluctue moi maintenant, dans mes humeurs. J'ai des périodes où je n'ai pas envie de parler, puis là, on peut bien être ensemble, mais il ne faut pas trop me déranger. Et ça, il avait le flair. Oui. L'intuition, pas le flair, mais plutôt l'intuition. Et ça, il respectait ça. Si j'avais pas le goût de parler, puis qu'il était à la maison, ça avait l'air d'être parfait. Oui, donc je ne me sentais pas coupable de dire il fait ses propres choses, oui, absolument. Il fait sa vie. Et c'est ça, alors puis je ne sentais pas comme dire ah, Raphaël est ici, il faudrait peut-être faire ci, il faudrait peut-être faire ça, il faudrait peut-être l'amener voir quelqu'un. Là, c'était... Non, puis
ça coulait, hein, c'était... Un respect pour Pour ce que l'état de la personne. Oui, pour ce que super. je vivais à ce moment-là. Tout, c'était... Ah oui, c'est quelqu'un de très, pour moi qui était très présent. C'était... Il l'est encore d'ailleurs. Je me réfère à lui beaucoup. Absolument. Je me réfère à lui beaucoup d'ailleurs. C'est... Comme tu as dit avant, il a devenu une référence dans notre vie. Oui. C'est vrai. Oui. Moi, il est devenu une référence et puis ça continue. Oui. Ça continue parce que et ça m'a aidé énormément dans ma vie. Oui. D'être... Et puis cette congruence et cette franchise, cette honnêteté. Et une autre chose aussi que j'appréciais énormément, c'était quand il me parlait de... il allait beaucoup dans différents pays, la France, et quand il avait découvert quelqu'un d'intéressant, ça, il le partageait avec une générosité, là, alors que d'autres vont les garder pour eux. Lui, ou ce qu'il disait, par exemple, quand c'est avec lui que la première fois que j'ai entendu parler de Gerda Boysen, il me dit, tu sais, j'ai rencontré une femme extraordinaire, tu dois la connaître, tu dois parler avec elle, c'est Gerda Boysen. Ça me disait strictement rien. Ah, puis je vais te montrer les choses qu'elle fait, mais tu dois la rencontrer. Et effectivement, elle est venue à Montréal en 90, on l'a invitée en 91 parce qu'il nous avait suggéré de l'inviter. Mais il reste que c'est qu'il le partageait, il ne voulait pas nous garder pour lui dans son amitié, ni comme thérapeute. C'était très ouvert. Hein. Il était très ouvert. Pas seulement ouvert, mais inclusif. C'est ça, oui. Il a eu cette capacité d'inclure. C'est d'ailleurs, je pense que c'est ça qui était une de ses grandes forces. Oui, c'était d'inclure. Et on se sentait bien d'être inclus. C'est ça que je dis aujourd'hui, qu'on s'est concret a commencé. L'idée de Raphaël a été d'avoir un groupe de thérapeutes reichiens qu'il a entraîné, qu'il a connu, n'importe quoi, mais aussi tous les gens qui font du travail de corps, qui même si ce n'est pas la psychothérapie, c'est une appui pour la psychothérapie. Alors, il voulait tout le temps voir où c'est les fils qui unissent les choses. Oui, ça, au lieu de voir qu'est-ce qui les sépare. C'est très juste ce que tu dis, absolument. Il ne rejetait rien, sauf ce qui était vraiment très négatif, là, mais c'était rare. Il cherchait dans tout ce qu'il approchait ce qui pouvait faire sens pour lui. Ah oui, il l'amenait, puis il se nourrissait. Oui. Et à un moment donné, j'avais fait une farce avec ça. Il m'avait dit, moi je suis comme une abeille. Je vois des belles fleurs et puis je vais et je fais mon propre miel après. C'est super. C'est ça. Une des choses que j'ai dit à Leonardo, quand on a vu cette... comment ça dit, c'est... vidéo. Les vidéos qui a été fait à Canada, oui, que j'ai vu à Raphaël parler lui-même de tout ce qu'il a appris, mais approprié. Ah oui. Complètement approprié. C'est ça. Oui, c'est super. C'est ça. Cette image de l'abeille, c'est super. C'est super. Ça m'avait frappé. Hein? Oui. Ça m'avait frappé. Et puis je me souviens à un moment donné aussi, il me disait, parce que moi je lui reprochais de ne pas écrire. Il me disait qu'il écrivait, mais pas dans le sens où je pense, j'aurais aimé ça qu'il y ait un livre, qu'il y ait quelque chose comme ça. Et puis là, à un moment donné, il m'était revenu avec ça.
Et pourquoi que toi? Hein? Alors toi, écris. Ah, il t'a dit? Ouais. Il dit, mais pour toi, écris, c'est... écris. Tu sais beaucoup de choses, écris. Et là, moi, j'avais dit, oui, mais Raphaël, ce que je sais, hein, je l'ai eu de tout le monde, hein, c'est tes idées, c'est telle affaire. Mais c'est là qu'il m'avait raconté l'histoire de l'abeille. Alors, il m'a dit, oui, mais tu as retenu ce que moi, je t'ai dit, mais tu as rejeté d'autres choses. Et tout le monde, c'est comme ça, on fait l'abeille, moi, je suis une abeille. Puis, il m'avait donné ça. Et il m'avait dit aussi quelque chose qui j'espère va faire finir par aboutir. Là. Et puis moi, je disais, ben écoute, moi ce que je pourrais dire, là, tout le monde le sait, ou à peu près. J'ai l'impression que je vais répéter des affaires qu'ils ont déjà entendues. Puis là, il m'avait dit quelque chose que j'avais trouvé, il m'avait rejoint. Il m'avait dit, mais c'est pas comme ça. Écris, même ce que tout le monde a dit, c'est pas important. Si tu écris, il y a des gens qui vont te lire et qui vont être pris par ce que tu dis, parce que c'est toi qui le dis. Oui. Et si toi, tu ne le dis pas, ils n'entendront jamais. Oui. Même si c'est d'autres qui le disent, ils ne l'entendront pas. Ça doit être toi qui le dis. Et ça m'avait vraiment touché. Moi, je crois que ça a été un des grands enseignements de Raphaël. Moi, je n'ai jamais reçu de lui un mot à me dire « ça, tu ne le fais pas ». Jamais. Tu exprimes, tu vois, tu choisis, tu décides, tu fais ton propre processus personnel. Hein? Oui. C'est super. Ça, je l'ai jamais... Non, ça, je n'ai jamais entendu dire. Ça, c'est comme ça. Non. Puis il avait une foi très profonde dans l'être humain. Oui, dans l'essence. Dans l'essence et Oui. dans la capacité de l'être humain de se régénérer ou de se guérir et tout ça. Il a toujours été comme ça. Mais, oui. Je dirais qu'il y a encore plus que ça. Il a eu une foi dans l'être humain, comme s'il savait déjà que tu es tout ce que tu es, même si tu ne le sais pas. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je comprends parce que c'était une sensation qu'on avait. Et moi, j'avais l'impression qu'il me voyait mieux que moi je me vois parce qu'il y a des côtés que moi je ne comment dire, que je ne mettais pas à la lumière par des peurs, en fait, toutes sortes de choses, et puis que je les avais même refoulés au point où je ne les sentais plus. Et lui se sentait, quand on était ensemble, il a fait contact avec le plus profond de nous. C'est ça. C'est ça. Et puis, oui, ben c'est ça, quand j'ai dit au début, là, on avait l'impression d'être vu. Oui. Vraiment vu. D'être vu. Et ça, c'était, pour moi, c'était très précieux, là, parce que c'est rare de rencontrer des gens avec qui on a l'impression d'être vu, là, comme on est, puis que c'est très bien. C'est très bien, on n'a pas à être différent, là, c'est comme ça. Là. Et c'est il communiquait ça beaucoup. Et il donnait beaucoup. Moi, je suis parent encore très sérieux, mais c'est rien. Avant, quand je l'ai connu, il paraissait très sérieux. J'étais très sérieux. Et ce qu'il me renvoyait, il me renvoyait que ça, c'était pas moi. Mais c'est pas de même. Je dois dire, c'est qu'il voyait le côté beaucoup plus créateur que j'avais. Oui. Que mon côté sérieux comme ça, là, pour donner le change, ou je sais pas, là, par peur de... Et je sentais qu'il communiquait avec ça. Oui. Alors, là-dessus, on s'entendait très bien. Là. Et puis, il me communiquait sa joie de vivre, ce qui me réveillait la mienne aussi, et le goût de profiter de la vie. Là, puis, un plaisir pour la vie. C'est ça. Oui. Et je l'ai trouvé aussi une des dernières fois que je suis allé au Mexique, ou l'avant-dernière, où ça avait été très difficile pour Raphaël, juste avant qu'il aille en prison.
j'avais fait un travail à l'Institut Reich. Il m'avait invité pour aller faire une conférence dans les ateliers. Et ça je l'ai encore très très fraîche. Et à la conférence qui disait qu'il avait pour titre assumer son pouvoir. Je vais donner ça comme titre. Il y avait un monsieur habillé en blanc, qui avait l'air un monsieur important. Et après la conférence, il était venu me voir, le monsieur en blanc, avec un complet blanc, la cravate, souliers impeccables, tout était bien coordonné. Et il m'avait dit qu'il avait trouvé ça très intéressant et qu'il était intéressé à m'inviter pour aller donner ça à des gens du gouvernement. Alors moi, tout fier de mon affaire, je dis ça à Raphaël, imagine, monsieur. Oui, il m'avait dit oui, je sais. Et lui, c'est un monsieur très important dans le gouvernement. Et alors, finalement, on a eu beaucoup de difficultés, je passe les détails. Et là, Raphaël m'avait dit à un moment donné, aujourd'hui, tu finis ton atelier, c'est supposé finir à telle heure, je ne me souviens pas, mais tu vas finir à telle heure. Mais tu vas apporter beaucoup avant, comme presque tout de suite après le déjeuner. On finit. Et là, il y a un tel qui est dans ton atelier. Tu vas partir avec lui tes bagages. Et Angelica va partir avec vous deux. Et là, tu ne reviens plus. Comme ça. Alors, parce qu'il y avait tout ça de trucs là. C'était quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, la combine qu'il cherchait, mais il m'avait invité à aller rencontrer des gens du gouvernement, leur parler de ce que je faisais, tout ça. Et tout, il était arrivé à me montrer l'invitation qu'il avait envoyée à des gens, il y a des ministres, et toute une affaire, et des noms. Il m'avait présenté en disant comme professeur de l'université, puis tout ça. Alors que c'était pas vrai, j'étais chargé de cours à l'université. Il avait dit un tas de bêtises me concernant, mais qui me mettaient encore beaucoup plus haut que j'étais. Et moi, j'avais dit non. Puis Raphaël m'avait dit non, je ne peux pas aller là, non. Alors, et puis moi, j'avais dit au monsieur non. Pourquoi? Parce que j'ai pas de vêtements. Pas de problème, on va faire ouvrir une boutique, on va vous habiller, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour aller rencontrer des gens. Non, quand même. C'est quoi la... Puis il me demandait, mais pourquoi la raison alors? Je ne suis pas celui que vous m'avez nommé, tout ça, je ne suis pas comme ça. Et là, on était allé aussi dans le bureau de Raphaël, et ça avait été entre lui et Raphaël. Je ne comprenais pas, par exemple. Il parlait bien trop fort, bien trop enragé. Puis Raphaël lui disait, mais il te dit que c'est non. Alors, puis tu ne comprends pas, c'est non. Ça rentre comme ça. Et le dernier matin de mon atelier, on va manger chez, comment ça s'appelle, la chaîne de magasins, la chaîne de restaurants. À Bella? Non. Non? Une grande chaîne. La chaîne de restaurants à Sanborns. Sanborns. Chaîne Sanborns, c'est pas loin de l'Institut. Et le monsieur, le matin, au petit déjeuner, j'étais avec Raphaël, il arrive. Il demande pour s'asseoir. Raphaël dit, non, t'as pas invité, t'attends pas. Alors, ça avait l'air d'être des conflits politiques, là. Et, alors finalement, le monsieur me dit, mais je vais venir vous chercher après l'atelier, tout ça. Et là, évidemment, moi, je suis parti avant l'atelier, puis tout après, avant la fin, puis tout. Et là, ensuite, on a fait cette tournée-là avec Henri Licol, puis 7 hommes. Et puis, on a amené faire un très beau voyage. On a passé quasiment presque 2 semaines comme ça, à travers le pays. Et là, on est revenu à Coyotepec, où Raphaël habitait l'an dernier, à Coyotepec. Oui, oui. Et là, Raphaël m'a dit, ah, il est venu 3 fois pour te chercher, tu n'étais pas là, et il a dit qu'il allait te faire arrêter parce que tu avais désobéi à un ordre du gouvernement. Alors là, moi, j'avais terriblement peur. Puis je lui ai dit, tu feras ce que tu voudras, mais il est parti, je ne sais pas. Et comme moi, j'avais trouvé que Raphaël avait été
sais, ça avait été très, très fort dans ma relation avec Raphaël, qui disait ça. Bon, je ne sais pas dans quel objectif il faisait ça, le gars. Et là, Raphaël m'avait dit, tu sais, ils vont m'arrêter. Je dis, mais pourquoi ils vont t'arrêter? Comme, ils vont m'arrêter. Tu vas voir, ils vont m'arrêter. Ça a été juste après la... Juste après. Puis là, moi, je suis reparti, puis heureusement, je ne repartais pas par Mexico. J'avais avec mon passeport, s'il faut qu'il ait mis ça là. En tout cas, je repartais par Acapulco. Donc, je ne pouvais pas surveiller tout le pays. Alors, je suis parti, et 3 semaines après, 1 mois après, Raphaël était en prison. Alors, non, ça fait partie de... Et là, moi, j'avais vécu ça avec une intensité incroyable. Tu sais, et là, quand j'avais appris que Raphaël avait été... ça, je me sens comme quelque chose qui n'est pas... Je ne me suis pas pardonné encore, là, vraiment. Quand il est sorti et qu'il a été malade, il est... et là, moi, je voulais aller à Mexico. Je vais aller parler avec lui, j'allais le voir. Et puis là, j'avais la peur. J'avais peur que... Là, je regrette, pas peur, j'aurais pu y aller pareil, il n'y avait pas de danger non plus. Mais ça, j'avais... En tout cas, ça avait été une partie là, que j'avais trouvé un peu spéciale. Oui. Je trouvais ça un peu spécial, cette situation. Oui, absolument. Ouais. Ah oui, puis à Coyotepec, je me souviens, là, il me disait, tu vois, on va faire construire ici là, toutes des pièces, des bureaux. On va mettre tous des psychothérapeutes. Toi, tu vas venir t'installer ici. Ta place, c'est venir travailler ici. Bon, j'ai rêvé un petit bout de temps aussi. J'ai rêvé un petit bout de temps que je m'en allais travailler à Mexique, à Coyotepec. Il me disait, je m'en vais travailler là. Alors, je vais être bien, avec Raphaël. Là. On va travailler. Moi, ça ne s'est jamais réalisé, parce qu'il est mort longtemps après. Mais il y avait tous des projets comme ça. Puis ça me faisait plaisir de voir que j'étais présent dans ces projets. Oui. Quand il me disait... participer. Oui, participer. Comme il y avait aussi un projet, il voulait créer un grand centre de documentation et de référence. Il m'a dit, j'ai un terrain à Cancun. Oui. Et puis, si tu t'engages à faire un grand centre de référence, je te donnerai le terrain, fais le centre de référence, c'est près des États-Unis, grand centre mondial de référence sur toutes les recherches, la littérature au niveau de la psychothérapie corporelle. Ça m'avait aussi touché. Mais bon, le terrain est là encore. Ah oui, le terrain existe toujours. Oui, il existe toujours. Ben, alors peut-être on retrouve. Ben, ça, il en avait parlé, à un moment donné, on se promenait, on était allé faire un voyage à la montagne, là, et on se promenait dans la campagne. Là, et puis là, il parlait. Puis là, il m'avait dit ça. Ça, c'est un projet, et puis si toi, tu es intéressé à faire ce projet-là, parce que Cancun, c'est bien pour aller aux États-Unis, pour l'Europe, les gens viennent facilement à Cancun. C'est intéressant parce qu'il y a très peu de jours qu'on a parlé de ça avec Léo, de l'existence de ce terrain encore à Cancun. Ouais. Et qu'est-ce qui peut se faire de ce terrain-là? Intéressant. C'est intéressant. Ouais. Parce que moi, moi, on marchait, là, j'avais écouté, j'avais dit, un centre international, c'est quand même quelque chose d'important. Puis, j'avais donné plutôt des arguments, j'avais focusé plus sur les obstacles que sur le projet lui-même. Et c'est resté là. Mais c'est resté là. Je me dis, il me semble que il y aurait quelque chose que je devrais faire pour compléter cette vision qu'il avait, parce que ça n'existe pas encore. Oui. Il n'y a aucun centre de documentation. Oui. Et là, on a commencé à dire, peut-être qu'on va en faire un à Montréal. On dit peut-être qu'on va commencer à en faire un à Montréal. Pour, puis moi, ça
ça pourrait devenir... Pour moi, ça a toujours été un projet comme un peu flou. Et là, je travaille avec un gars qui est arrivé comme ça dans le paysage et qui me dit qu'est-ce que tu penses on prend un projet de centre de documentation pour tout ce qui est de psychothérapie. Mais par qui est envoyé celui-là, tu sais. Et puis là, j'ai vu tout de suite, je me suis dit, oh là, puis là, j'ai embarqué derrière lui en disant, mais oui, absolument, moi, je vais tout faire ce qu'on peut pour donner naissance à ce projet-là, parce qu'il arrivait juste d'un... C'est intéressant parce que juste avant qu'il a parti, on a parlé beaucoup de retrouver pour moi la direction de l'Institut Wilhelm Reich. Oui. Et on a commencé à parler de ça. Alors, quand il était mort, j'ai parlé plus de ça. Et il y a 3 mois que je commençais à parler de réouvrir l'Institut Wilhelm Reich à Cuernavaca. Oui. Et en plus, il y avait how do you say, dream? Un rêve? Un rêve, des rêves. Raphaël Estrada Villa rêve, qui était d'ouvrir l'université Wilhelm Reich seulement pour des, comment on dit, solo para locos. Mort les fous. Oui, oui. Alors, ce que je vais faire, c'est d'ouvrir l'université Dr Raphaël Estrada Villa. Tu vois, je vais faire une carrière de psychologie organismique et des maîtrises dans la psychologie organismique, même la psychologie communautaire, la psychologie ethnique et la psychologie spirituelle. Que c'est la synthèse de son travail, tu vois, et de ce qu'on a appris avec lui. C'est oui, ça. Oui. Oui. Et puis, ça me fait penser à ça. À un moment donné, j'étais à Mexico, puis il était invité à aller donner une conférence, je ne sais pas dans quel hôpital, dans une ville en dehors de Mexico. Alors il me demande, est-ce que tu viens avec moi? Je dis, bien sûr. Alors je vais là. Il y avait dans la salle peut-être 100 personnes, 110 personnes, tout habillées en blanc, des infirmières. Et là, Raphaël prend la parole. Et ça, je ne suis pas venu. Il commence à leur parler, à leur dire que leur travail, ça ne valait pas grand-chose. Et là, il commence à leur parler de toutes ces idées reichiennes sur ce que devrait être le travail, puis qu'est-ce que c'est que la maladie, et que ce qu'on tente de donner. Et là, je voyais à un moment donné, parce que je ne comprenais pas tout ce qu'il disait en espagnol, là, mais par contre, j'en saisissais suffisamment, puis je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, je dois rêver, ça ne doit pas être ça qu'il dit, mais je dois mal entendre. Et là, tout à coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalement, parce que tout le monde s'est levé, il restait avec une dizaine de personnes. Oui. Alors après, j'avais fait, mais je ne comprends pas, là, vraiment pas, là, que tu puisses les confronter comme ça avec leur travail. C'est bien. Ils doivent se réveiller. Ça m'avait... Je me suis dit, mais c'est incroyable avec ces convictions d'arriver puis provoquer les gens de cette manière. C'est sûr que les gens s'en sont souvenus, là, garanti. De Raphaël Estrada Villa, ils ont dû dire, mais c'est un fou. On dirait qu'il a été un provocateur de la vie. Oui. Des dents de nuit. Oui, mais c'est vrai. Il provoquait. Hein? Moi, je sais qu'il m'a provoqué dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être. Il m'a provoqué. Mais c'était très sectaire. Mais je pense qu'on ne pouvait pas le rencontrer dans l'intimité sans être provoqué. Par sa générosité, par sa compréhension, son ouverture. Sa façon de vivre. Oui. Sa façon de vivre. Aussi. Provoqué. Mais c'était absolument provocateur. Oui.
ça qui déboussolait, je pense que ça c'était... moi, ce que je trouvais fascinant, c'était de le voir dans la vie privée, avec ses défauts, je te dirais toutes ces... L'homme. oui, l'homme. Et puis, de le voir dans sa vie professionnelle. Et il disait, il se posait la question des fois, comment... Il disait, tu sais, il faut vraiment croire au travail psychothérapeutique quand on te voit, quand on voit comment tu vis, comment tu es, parce qu'on pourrait dire, il y a quelque chose qui... Mais ça, c'est ma vie, j'ai droit à ma vie comme à mes névroses. Quand je travaille, je le fais bien. Oui. Et ça, pour impeccable, moi, impeccable. Oui. Et ça, moi, ça a été une leçon là, formidable. Et j'étais très content. Et je me suis senti très privilégié, mais vraiment très privilégié, d'avoir pu le côtoyer pendant plusieurs années. Et puis vraiment dans une proximité puis une intimité. Hein. Quand il venait à Montréal, il était à la maison et il venait toujours beaucoup plus longtemps que les ateliers. Donc on passait des semaines, ensemble à parler, à partager. Beaucoup. Partager, voyager. Je l'ai amené chez mes parents au Lac-Saint-Jean. Ils avaient trouvé ça loin, par exemple. Je pense que cette rencontre avec Raphaël était un gros cadeau de la vie. Hein? Et je me suis senti privilégié et j'ai beaucoup remercié remercier la vie d'avoir pu le rencontrer parce que ça a été pour moi un changement considérable pour un mieux et puis pour profiter de la vie puis sentir plus aussi ma mission dans la vie sans sentir la pression de la mission. Oui. Alors ça c'était... Merci beaucoup. Très bien, très bien. Listo. Moi, je crois que la meilleure représentation pour toi, c'est que tu dis qui tu es parce que ça a été ce que tu as appris dans toute cette relation avec Raphaël. Bon. Alors, qui je suis? Alors, je suis québécois, hein? Ça a de l'importance dans ma rencontre avec Raphaël. Je suis psychologue. J'ai travaillé à l'université et j'ai enseigné aussi dans les collèges. Mais toujours en parallèle, j'ai toujours eu des clients, j'ai travaillé comme thérapeute parce que j'ai fait une formation post-graduée en psychothérapie. Et j'avais aussi formé des groupes et je faisais venir des invités hein, qui venaient du Canada, qui venaient de France. Et puis j'ai rencontré Raphaël dans ce projet-là. Il avait été référé par un ami français qui venait travailler à Montréal. Et il m'avait dit que j'ai rencontré